Les filles n'ont rien à faire ici. Les gratte-papiers de ton genre sont des cibles faciles. Ne viens pas pleurer quand le recul te frappera en plein visage. Mon frère Jackson m'a craché ces mots avec mépris, à 15 centimètres de mon oreille. Il pressait sa lourde carrure contre mon dos, m'étouffant sur le pas de tir. L'odeur d'une sueur aigre et de vieux café émanait de son corps en surpoids, alors qu'il forçait mes mains à adopter une prise qui aurait enrayé la culasse et brisé mon pouce. Son rire tonitruant a éclaté en premier. Ensuite, ses amis, tous d'âge mûr, se sont joints à lui, et le son a percuté ma poitrine comme un cruel coup de poignard. La plus grande douleur d'un soldat ne vient pas des éclats d'obus assourdissants de l'ennemi. Elle vient du fait de voir sa dignité piétinée, et arrachée par sa propre chair, par son propre sang. J'avais saigné pour ce pays. On m'avait confié la vie des guerriers les plus dangereux de la planète. Et pourtant, en rentrant chez moi, mon propre frère me traitait comme une pathétique moins que rien, juste pour gonfler son ego de lâche. La chaîne de ma patience, forgée par 10 ans à jouer la petite sœur fragile et coincée derrière un bureau, a fini par céder. Pas de larmes, pas de dispute. En plein milieu de son rire arrogant, j'ai saisi le Glock, et j'ai tiré 5 balles à la vitesse de l'éclair. Le rugissement assourdissant a déchiré la pièce. L'odeur âcre de la poudre à canon a empli mes poumons, et puis, un silence de mort a étouffé l'intégralité du stand de tir. Après mon dernier tir, qui n'avait laissé qu'un seul et unique trou, le propriétaire du stand, un vétéran de la Delta Force, a bousculé mon frère pour l'écarter. Il a vérifié la cible, les mains tremblantes, et la voix chargée d'un choc absolu. « Madame, faites-vous partie des forces spéciales ? Avant de continuer, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne, mais seulement si vous voulez vraiment connaître la fin de cette histoire. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous. » 2 jours avant ce moment au stand de tir, je garais mon vieux Ford rangé branlant de 10 ans d'âge dans l'allée de ma mère. Le crissement métallique du gravier a éclaté sous mes pneus lisses. À côté de mon pick-up trônait l'imposant Chevy Silverado noir surélevé de mon frère. Des autocollants de tête de mort du Punisher couvraient la lunette arrière, et un autocollant, Sin Blue Line, était apposé sur le pare-choc. Dans mon unité, on appelait les pick-up de ce genre des « princesses de l'asphalte ». Tout dans l'apparence, et zéro substance. Exactement comme l'homme qui le conduisait. J'ai agrippé le volant, les jointures blanches. Il y a tout juste 48 heures, ces mêmes mains serraient un fusil d'assaut, dans une zone de combat classée secrète, à l'autre bout du monde. J'avais porté un frère d'armes en sang, sur plus de 3 kilomètres à travers une zone de tir croisé, son sang imbibant mon treillis tandis que des balles traçantes sifflaient au-dessus de nos têtes. Maintenant, j'étais assise dans un pick-up cabossé, me préparant à jouer le rôle de la petite sœur sans défense. J'ai enfoncé mon sac à dos tactique, recouvert de poussière, au fond de la benne, j'ai jeté un sac en toile bon marché sur mon épaule, et j'ai ordonné au capitaine qui sommeillait en moi de disparaître. Avant de sortir, j'ai abaissé le rétroviseur. Un bleu violacé, cadeau d'un éclat d'obus volant lors de cette même opération, s'étalait sur ma mâchoire comme de l'encre renversée. J'ai appliqué une épaisse couche d'anticerne bon marché sur la blessure, l'enfonçant dans la peau sensible jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Ma mère ferait une crise cardiaque si elle voyait ça. Elle croyait toujours que je triais des caisses de fournitures dans un entrepôt climatisé, sur une base en Virginie. L'anticerne brûlait contre la chair à vif, mais cette douleur n'était rien comparée à ce qui m'attendait derrière la porte d'entrée. J'ai refermé le miroir, j'ai attrapé mon sac contenant une tarte du supermarché, et j'ai marché vers la maison. Chaque pas sur ce chemin de béton fissuré était un acte conscient de refoulement. L'odeur de dinde rôtie m'a frappé avant même de toucher la poignée de porte. Épaisse et lourde, elle se mélangeait au puissant nuage du parfum Chanel de ma sœur, qui filtrait à travers la moustiquaire. J'ai franchi la porte d'entrée, pour faire face à un barrage de guerre psychologique plus étouffant que n'importe quelle embuscade à laquelle j'avais survécu à l'étranger. Ma mère se tenait devant l'îlot de la cuisine, couteau à découper en main, et ses yeux se sont verrouillés sur moi avec la précision d'un viseur laser. Elle m'a scruté de la tête aux pieds, s'arrêtant sur mon annulaire gauche, dépourvu de bague. Avant même que je ne puisse poser la tarte sur le comptoir, elle a lancé la première salve. 32 ans, et pas de mari. 32 ans, et pas d'enfant. La fille de son amie Linda, de 3 ans ma cadette, avait déjà 2 enfants et une maison avec piscine. Ma sœur Blanca était assise à la table de la salle à manger, vêtue d'un chemisier en soie qui coûtait probablement plus cher que mes courses du mois. Elle a levé sa main gauche, sans un mot,
laissant sa nouvelle bague en diamant accrocher la lumière du plafond. L'éclat de ce bijou était une arme délibérée, parfaitement synchronisée. J'ai posé la tarte sur le comptoir, et je n'ai rien dit. J'ai ravalé le manque de respect, m'accrochant aux derniers mots que mon père m'avait murmurés, depuis son lit d'hôpital, alors que des tubes entraient et sortaient de son corps fragile. Protège le cœur de ta mère. Cette promesse était la seule chose qui m'empêchait de parler. À table, mon frère accaparait chaque centimètre carré d'espace sonore. Jackson avait 46 ans, il était en surpoids, traînait un mariage raté, et occupait un poste de commercial qui couvrait à peine les traites de son pick-up. Mais dans cette maison, il se prenait pour le prédateur ultime. Il était assis en bout de table, sur l'ancienne chaise de notre père, et agitait le couteau à découper comme un sceptre. Il s'est lancé dans un long monologue bruyant et décousu sur l'armée moderne, pointant le couteau en l'air. La génération actuelle de soldats est molle, a-t-il déclaré, en cherchant l'approbation autour de la table. Ils passent plus de temps sur leur téléphone qu'au stand de tir. Les vrais guerriers disparaissent. Il a pointé son couteau à découper graisseux directement vers moi. Un parfait exemple juste ici. La logistique, une gratte-papier qui compte des chaussettes et trie des boîtes. Il s'est calé au fond de sa chaise, et a croisé ses bras épais. Ses amis du club de tir pourraient battre n'importe quel employé de bureau à plate couture, s'est-il vanté. Ma mère a hoché la tête, découpant sa dinde en petits morceaux anxieux. Ma sœur souriait avec un air narquois, au-dessus de son verre de vin. Personne dans cette pièce n'avait la moindre idée que le soldat mou, assis en face d'eux venait de porter un opérateur blessé sur 3 kilomètres, sous le feu ennemi, d'appliquer un garrot d'une main tout en ripostant de l'autre, et d'appeler un hélicoptère d'évacuation sanitaire. Tout en étant accroupi derrière un mur de béton qui se désintégrait sous les tirs de mitrailleuses. Je me suis tu. J'ai mâché de la dinde sèche. Je me suis concentré entièrement sur ma respiration tactique. Inspirer sur 4 temps, bloquer sur 4 temps, expirer sur 4 temps. Tout cela pour réprimer l'envie bouillonnante de tendre le bras à travers la table, et de lui arracher ce couteau des mains. Après le dîner, les assiettes incrustées de sauce sont restées dans l'évier. Ma mère s'est retirée dans le salon. Ma sœur a disparu à l'étage, probablement pour photographier sa bague sous 9 angles différents. J'étais seul devant le comptoir de la cuisine, en train de rincer des assiettes, quand mon frère est apparu dans l'embrasure de la porte. Il s'est appuyé contre le chambranle, en train de se curer les dents pour enlever un morceau de dinde. Il a essuyé la graisse de son menton avec le dos de sa main, puis a traversé la cuisine, et m'a tapé sur l'épaule, avec une condescendance atroce. L'impact a envoyé une secousse de douleur fulgurante, directement à travers le bleu dissimulé, causé par l'éclat d'obus. Je me suis mordu l'intérieur de la joue. Il a annoncé, dans la pièce vide, d'une voix assez forte pour que notre mère l'entende, « Je t'emmène au stand de tir, ce week-end. Je vais te montrer ce que font les vrais hommes. Je te promets de ne pas te laisser te tirer une balle dans le pied. » Il a souri, suprêmement satisfait de lui-même, attendant que je proteste ou que je m'aplatisse. J'ai regardé mon assiette, lui donnant une dernière chance d'agir comme un véritable membre de la famille. Une dernière chance de me voir comme autre chose, qu'un faire-valoir pour son ego. Il ne l'a pas saisi. Je me suis essuyé les mains sur un torchon, je l'ai soigneusement plié, et je l'ai posé sur le comptoir. Je me suis forcé à faire un faible sourire soumis. Ouais, je suis probablement rouillé. Il a ri, a tapé à nouveau sur mon épaule, et est sorti de la cuisine en sifflotant. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me remettre une invitation, pour ses propres funérailles. Le silence de mon appartement bon marché m'a frappé à 3 heures du matin. Il était plus étouffant que des tirs de mortier. Mon t-shirt me collait au corps, trempé de sueur nocturne provoquée par l'adrénaline, suite à cet interrogatoire de dîner. Chaque mot condescendant tournait en boucle, comme une torture dans mon crâne. Le regard déçu de ma mère sur mon annulaire nu. L'éclair de diamant délibéré de ma sœur. Le couteau graisseux de mon frère, pointé vers mon visage comme un verdict. J'ai balancé mes jambes hors du matelas fin, mes pieds nus claquant sur le sol en béton froid, et je suis entré dans la dure lumière fluorescente de ma salle de bain. J'ai enlevé mon t-shirt trempé de sueur, et j'ai affronté la femme dans le miroir. Ce n'était pas une employée de bureau célibataire. La longue cicatrice laissée par la balle et raflant mon épaule gauche, racontait une histoire que personne à cette table de dîner n'aurait jamais le droit d'entendre. J'ai tracé la cicatrice du bout des doigts, et ce simple toucher m'a ramené en arrière dans le temps. Un toit dans un pays que je ne peux pas nommer.
Le claquement sec d'une balle de sniper, passant si près qu'elle a fendu l'air près de mon oreille, et creusé un sillon brûlant dans la chair de mon deltoïde. Mon médecin d'équipe, un gamin d'El Paso qui gardait des photos de sa fille scotchée à l'intérieur de son casque, m'a suturé la plaie sans anesthésie, pendant que je continuais à transmettre des coordonnées de tir à la radio. Le sang coulait le long de mon bras, s'accumulant dans le pli de mon coude, s'égouttant sur le béton. Je n'ai pas cessé de transmettre. La mission de tir a sauvé 11 hommes coincés dans une cour, en contrebas. C'est la nuit où j'ai obtenu ma deuxième Bronze Star. La médaille reposait dans un tiroir fermé à clé, dans cet appartement, enveloppé dans une chaussette et enfoui sous de vieilles déclarations d'impôts. J'ai baissé les yeux sur la cicatrice de brûlure qui remontait sur ma cuisse. Celle-là était pire. Celle-là hantait mon sommeil. Un véhicule tactique renversé, sur une route près d'un village que je m'étais promis d'oublier. Un incendie de carburant qui a éclaté à l'intérieur de l'habitacle. 3 de mes hommes qui hurlaient, leur voix se brisant à travers les flammes. L'odeur de caoutchouc brûlé et de chair carbonisée emplissait l'air, si épaisse que j'en avais des hauts le cœur à travers ma cagoule. Je les ai traînés dehors un par un, à main nue. Le nylon de mon pantalon fondait et fusionnait avec la peau de ma cuisse. La chaleur était si intense, qu'elle transformait l'air de mes poumons en verre brisé. Tous les 3 ont survécu. J'ai passé 6 semaines dans un hôpital militaire, avec des greffes de peau sur la jambe, racontant à ma mère au téléphone que je m'étais foulé la cheville lors d'une mission de ravitaillement. Elle m'avait dit de faire plus attention dans l'entrepôt. J'avais raccroché, et fixé les dalles du plafond, jusqu'à ce que la morphine m'emporte. La citation pour cette extraction se trouvait dans le même tiroir que la Bronze Star. Ma famille voyait une femme seule et non mariée, qui passait ses journées à compter des boîtes. Le miroir voyait une officière de combat décorée, qui portait le poids d'une violence classifiée sur son corps, comme une seconde peau dont elle ne se débarrasserait jamais. J'ai pris mon téléphone posé sur le bord du lavabo, et j'ai ouvert l'application bancaire cryptée. Le compte chèque affichait 2400 €, assez pour avoir l'air fauché, assez pour maintenir la couverture en vie. J'ai glissé l'écran, pour atteindre le portefeuille caché. Épargne, 485 000 €. 10 ans de primes de risque, de bonus de déploiement, d'allocations de combat, et de paiements issus de budgets secrets pour des opérations qui n'ont officiellement jamais existé. Le tout soigneusement empilé dans un compte, qui était invisible aux recherches bancaires civiles. J'ai fixé le chiffre, qui brillait dans la salle de bain sombre. J'avais assez d'argent liquide pour acheter le Silverado de mon frère, payer son hypothèque, et brûler sa maison jusqu'aux fondations juste pour me tenir chaud. Il passait ses week-ends à se vanter d'un pick-up à 47 000 € qu'il remboursait toujours par mensualité, transpirant à chaque fois que le relevé de carte de crédit arrivait. J'aurais pu faire un chèque pour 10 de ces camions, et ne pas perdre le sommeil pour autant. Mais la mission n'avait jamais été une question d'argent. La mission, c'était la retenue. La mission, c'était de rester invisible, jusqu'au moment exact où je choisirais qu'il en soit autrement. J'ai éteint l'écran du téléphone, plongeant la salle de bain dans l'obscurité totale. Je suis resté là, dans le silence, sentant le carrelage froid mordre la plante de mes pieds, laissant mon pouls se calmer. Je vivais selon la doctrine de l'homme invisible. Mes instructeurs à Fort Bragg nous l'avaient enfoncé dans le crâne dès la première semaine de sélection pour les forces spéciales, à l'époque où j'étais la seule femme dans une promotion de 64 candidats. 39 ont échoué. Ceux qui se vantaient ont été les premiers à partir. Ceux qui montraient leurs accréditations ont été écartés. L'exubérance est une vulnérabilité. L'homme le plus bruyant de la pièce est la cible la plus facile, et le premier à mourir. Mon frère avait besoin de son pick-up surélevé, de ses autocollants punichés, et de son gilet tactique immaculé. Parce qu'il était complètement vide à l'intérieur. Il avait besoin que le monde voie un guerrier, car sous le costume, il n'y avait rien d'autre que des dettes, des papiers de divorce, et un gros ventre qui débordait de sa boucle de ceinture. Je n'avais pas besoin d'afficher mon CV sur mon front. Je n'avais pas besoin des applaudissements de personnes qui confondaient le bruit avec la force. J'avais enterré des hommes, qui étaient bien plus forts que ce que mon frère ne pourrait jamais prétendre être. J'ai plié leurs drapeaux, je les ai remis à des mères en larmes, et j'ai fait tout cela sans jamais publier une seule photographie. Je suis entré dans la chambre sombre, et je me suis agenouillé à côté du lourd coffre-fort en acier, boulonné au plancher. 6 chiffres. Je les ai tapés par automatisme, sans même regarder le clavier. La porte en acier a gémi en s'ouvrant, et l'odeur épaisse de l'huile d'arme et du carbone m'a envahi les narines. Une odeur familière et rassurante,
comme la poignée de main d'un vieil ami qui ne ment jamais. Reposant sur la doublure en velours gris, se trouvait mon Glock 34 Gen 5, usiné sur mesure. La carcasse avait été modifiée par un maître armurier de Caroline du Nord. La détente avait été polie, pour obtenir un décrochage net et propre à environ 900 grammes. Le viseur point rouge de compétition, monté sur la culasse, coûtait plus cher que l'ensemble de la garde-robe tactique de mon frère. J'ai sorti l'arme, enroulant mes doigts autour de la poignée en polymère, avec la précision automatique de quelqu'un qui a fait cela 10 000 fois, dans 10 000 pièces sombres à travers le monde. J'ai relâché le chargeur. J'ai armé la culasse. Le claquement mécanique et froid a résonné dans l'appartement vide, net et absolu, la seule ovation debout dont j'avais besoin. J'ai tiré à sec une fois, sentant la détente se réinitialiser contre le bout de mon doigt. J'ai ressenti le claquement sec du percuteur s'abattant sur une chambre vide. Mémoire musculaire, respiration contrôlée, immobilité parfaite. Le même rituel que j'effectuais avant chaque mission. Il voulait voir de la puissance de feu. Il voulait apprendre à sa douce petite sœur comment manier un gros fusil effrayant. J'ai enclenché un chargeur plein dans la poignée, j'ai placé le Glock dans mon modeste sac de tir noir, et je l'ai zippé. J'ai posé le sac près de la porte d'entrée, comme un parachute prêt à l'emploi en attendant le feu vert, et je suis retourné me coucher. Le sommeil est venu facilement, cette nuit-là. La contre-offensive était chargée et prête à être déployée. Le lendemain de ce dîner de Thanksgiving, je me tenais au fond d'un SIF, bunker hautement sécurisé, du JSOC, commandement des opérations spéciales conjointes. Un bunker en béton sans fenêtre, enfoui sous une installation militaire qui n'apparaissait sur aucune carte publique. La climatisation pompait un 18 degrés constant, refroidissant la sueur sur la nuque des hommes autour de moi. Des rangées de serveurs classifiés bourdonnaient derrière des murs renforcés, leurs voyants bleus clignotant dans un rythme mécanique et régulier. Les écrans cryptés baignaient la pièce dans une lumière froide et dure. Pas de fenêtre, pas de lumière du jour. Le temps n'existait pas ici. Seule la mission comptait. Je me tenais droite, les mains fermement croisées dans le dos, les bottes écartées à la largeur des épaules, la colonne vertébrale verrouillée. Mes yeux suivaient un flux satellite en direct sur l'écran principal. L'image granuleuse montrait une enceinte située à 11 000 km de là. Et à l'intérieur de cette enceinte se trouvait un homme, responsable de la mort de 4 soldats américains. J'ai donné l'ordre avec une autorité calme. Cible confirmée. Élément alpha, ouverture de brèche. Bravo, attendez. Sécurité. La pièce a explosé en un mouvement contrôlé et silencieux. Les chaises ont raclé le sol en béton poli. L'équipement a teinté contre les gilets pare-balles. 12 des opérateurs les plus redoutables de la planète, des hommes de la Delta Force et du régiment des Rangers, se sont déplacés avec une synchronisation absolue, exécutant leurs rôles assignés sans gaspiller un seul mot. Ces hommes ne me regardaient pas comme une sœur fragile. Ils ne voyaient pas une vieille fille. Ils ne voyaient pas une employée d'entrepôt qui passait ses journées à compter des chaussettes. Ils regardaient un capitaine, qui avait gagné sa place à la tête de cette table grâce au sang versé, et à un jugement éprouvé sous le feu de l'ennemi. Leur confiance n'était pas un héritage. Elle ne m'avait pas été accordée en raison de mon nom de famille ou de mon sexe. Elle avait été forgée dans des trous de combat partagés, dans des sacs mortuaires, et lors de vols en hélicoptère hurlant, où nous agrippions l'équipement les uns des autres et promettions de ramener tout le monde à la maison. J'avais pris des décisions, qui avaient envoyé des hommes passer des portes dont ils risquaient de ne jamais ressortir. Et à chaque fois, absolument à chaque fois, chaque opérateur était rentré en vie. Ce bilan, c'était mon CV. Ce bilan, c'était mon alliance. Il ne brillait pas sous les lumières d'une cuisine. Il n'impressionnait pas ma mère. Mais il maintenait les gens en vie. Et dans mon monde, c'était la seule monnaie qui importait. L'opération s'est déroulée sur le flux satellite, avec une précision chirurgicale. Phase 1, terminée. Phase 2, terminée. Extraction, terminée. Puis, une vibration brutale a brisé le silence concentré de la pièce. Mon téléphone portable personnel a vibré sur la table de briefing en acier. Chaque opérateur dans la pièce y a jeté un coup d'œil. L'écran s'est allumé avec un message de mon frère. J'ai lu les mots sans même toucher le téléphone. Mets des baskets de main. Pas de talons hauts. Le recul d'un 9 mm, ce n'est pas une blague. Je ne veux pas que tu tombes la tête la première.
Le message s'est affiché sur l'écran lumineux, comme une blague vulgaire gribouillée sur le mur de toilette publique. Mon sergent, Miguel, un homme bâti comme un bunker en béton avec des mains de la taille d'une assiette, et un cou plus épais que ma cuisse, s'est penché de sa chaise et a lu l'écran. Sa mâchoire s'est contractée si fort, que les muscles de ses tempes ont tressailli. La veine qui courait le long de son cou a commencé à battre. Il a laissé échapper un ricanement sourd, plein de dégoût, qui a rebondi sur les murs en béton. Des talons hauts, a-t-il marmonné, en secouant lentement la tête. Est-ce qu'il est au courant du tir de la chef à 800 mètres, avec un vent de travers de 65 km/h? Mégalomanie de civils. Plus ils sont bêtes, plus ils pensent savoir de choses. Quelques opérateurs autour de la table ont échangé des regards neutres. Personne n'a ri. Ces hommes m'avaient vu loger une balle dans une cible de taille humaine à 800 mètres, dans des conditions de vent qui auraient poussé la plupart des snipers militaires à annuler le tir. Ils m'avaient vu diriger des raids. Ils m'avaient vu traîner leurs frères blessés hors de carcasse en feu, à main nue, mes gants fondant sur mes paumes, la peau couverte de cloques. L'idée qu'un civil en surpoids m'envoie des conseils sur les chaussures appropriées pour gérer le recul n'était pas comique. C'était une insulte qui touchait chaque opérateur de cette pièce. Car une insulte à leur commandant était une insulte à chaque mission pour laquelle ils avaient saigné. La main de Miguel s'est refermée lentement en un point sur la table. On aurait dit qu'il avait envie de conduire 4 heures, juste pour faire passer mon frère à travers une cloison en plaque-au-plâtre. J'ai pris le téléphone, et je l'ai glissé dans ma poche tactique sans taper de réponse. J'ai regardé Miguel, mon expression totalement neutre, réprimant une vague de fatigue familiale, que 10 ans de respiration tactique ne pourraient jamais totalement effacer. Il pense que je gagne ma vie en comptant des chaussettes, Miguel. Le sergent m'a regardé pendant un long moment. Son expression était un mélange maîtrisé de loyauté et d'indignation. Je me suis retourné vers le flux satellite. L'enceinte était vide. La mission était accomplie. Pas une seule victime américaine. Mon équipe avait agi avec une précision froide et efficace, que mon frère ne comprendrait jamais. Parce qu'il n'avait jamais pris le moindre risque dans sa vie confortable de vantard. Ses illusions vivaient leurs dernières heures. L'école de la réalité était sur le point d'ouvrir ses portes, et les frais de scolarité allaient être payés rubis sur l'ongle. Le samedi matin est arrivé très vite. Mon frère s'est appuyé sur son klaxon devant mon immeuble à 7h30, faisant trembler les fines vitres, et provoquant l'envol d'une paire de pigeons depuis la rampe d'escalier. J'ai attrapé mon modeste sac de sport noir, celui qui cachait pour 40 000 € d'armes à feu de précision, et j'ai marché jusqu'au parking. Il était assis derrière le volant de son Chevy Silverado, le moteur grondant, un bras épais pendant par la fenêtre ouverte. Il portait un gilet tactique rigide et flambant neuf, sanglé par-dessus un t-shirt noir moulant qui peinait à contenir son ventre. Le nylon avait encore ses plis d'usine sur les panneaux avant, propres et nets. Il n'avait jamais été en contact avec de la terre, de la sueur ou le sang d'un ami. J'ai remarqué l'étiquette de prix qui pendait encore de la sangle intérieure du col. Il n'avait même pas pris la peine de la couper. Le gilet seulement disait long. C'est l'homme qui achète de l'équipement pour se sentir puissant, plutôt que pour survivre à un contact avec l'ennemi. Dans mon monde, on avait un mot pour ce genre d'homme, mais je l'ai gardé pour moi. Ses yeux ont scanné ma tenue pendant que je m'approchais de la portière passager. Un pantalon de survêtement gris, des chaussures de trail délavées avec un trou qui se formait au bout de l'orteil gauche. Un simple sweat à capuche noire. Mon sac de tir passé en bandoulière sur mon épaule, comme un sac de sport plein de linge sale. Rien de tactique, rien d'impressionnant, rien qui ne signale une menace. C'était exactement le but recherché. Il s'est penché par la fenêtre, la lèvre retroussée avec un mépris exercé. « Tu as l'air un peu fragile », a-t-il ricané, laissant son regard glisser de mes vieilles baskets jusqu'à mon visage. « Tu vas au yoga ». Je suis monté côté passager sans dire un seul mot, tirant la lourde portière avec un bruit sourd. L'habitacle sentait un mélange d'eau de Cologne bon marché, superposé à de vieux emballages de fast-food entassés dans les vides poches des portières. Une paire de lunettes de soleil à effet miroir reposait sur le tableau de bord, à côté d'une canette de boisson énergisante. J'ai posé mon sac entre mes pieds, j'ai bouclé ma ceinture de sécurité, et je me suis installé dans le siège en cuir raide. Lui n'a pas bouclé la sienne. Il a mis le pick-up en marche, et a démarré en trombe, les pneus crissant sur l'asphalte. Il parlait déjà avant même que nous n'atteignions le premier feu rouge. Pendant 45 minutes atroces, je suis devenu prisonnière de guerre à l'intérieur de sa chambre d'écho ambulante.
Il s'est lancé dans un discours interminable et décousu sur les armes à feu, qu'il avait de toute évidence reconstitué à partir de forums sur Internet et d'extraits de podcasts, ingurgités lors de ses longs trajets quotidiens, pour se rendre à un travail de vente qu'il tolérait à peine. Et qu'il était à un trimestre raté de perdre. Il qualifiait les munitions de 9 mm de jouets en plastique, et vénérait littéralement les munitions de calibre .45 comme si elles avaient été transmises par Dieu, sur une tablette de pierre. Il prétendait que tout vrai guerrier tire avec du .45, car sa puissance d'arrêt était indéniable. Et selon lui, quiconque portait un 9 mm avait soit peur du recul, soit ne comprenait rien à la balistique terminale. Il a réellement utilisé cette expression, balistique terminale. Un terme qu'il avait clairement mémorisé depuis la miniature d'une vidéo YouTube, sans en comprendre la moindre variable. Mon cerveau a automatiquement lancé les véritables calculs. Les coefficients balistiques, les comparaisons de la vitesse à la bouche, les formules de l'énergie cinétique. Toutes ces données prouvaient que chacune de ces affirmations était complètement fausse. Ce sont des calculs que j'ai appliqués en conditions de combat réel, pour déterminer quelle munition pénétrerait un gilet pare-balles de niveau 4 à 300 mètres, et quelle munition rebondirait comme un caillou lancé. Mais j'ai gardé le silence. J'ai regardé par la fenêtre passager. J'ai regardé défiler les stations-service, les centres commerciaux et les parcs de mobil-homes sur la route départementale, en pratiquant ma respiration tactique. Inspirer sur 4 temps, bloquer sur 4 temps, expirer sur 4 temps. La discipline nécessaire pour s'asseoir sur ce siège passager et ravaler son ignorance, sans rien répondre, était plus ardue que n'importe quel contact ennemi auquel j'ai survécu. Au moins avec les ennemis, j'étais autorisé à engager le combat. La famille nécessitait un ensemble de règles différents. Puis, il est passé du stade de l'agacement à un danger bien réel. L'aiguille du compteur de vitesse a dépassé les 105 km/h, puis les 110, sur une route départementale à 2 voies, sans terre-plein central, avec la circulation en sens inverse nous frôlant toutes les quelques secondes. Son téléphone reposait sur ses genoux, l'écran s'éclairant à la réception d'un message. Il a baissé les yeux, puis a complètement lâché le volant des 2 mains pour taper une réponse. Les 2 mains lâchées, à 110 km/h. Le pick-up a immédiatement dévié vers la bande d'arrêt d'urgence de droite, et les bandes rugueuses ont grogné sous les pneus côté passager. Les vibrations sont remontées du plancher, traversant mes bottes pour atteindre ma colonne vertébrale. J'ai serré la poignée de maintien au-dessus de la porte de ma main droite, les jointures blanches. Mes pieds se sont arc-boutés sur le plancher. J'ai calculé l'angle exact qu'il me faudrait, pour m'élancer par-dessus la console centrale, et attraper le volant afin d'éviter un tonneau catastrophique à cette vitesse et avec ce poids. J'ai analysé le fossé. J'ai analysé la voie opposée. Je me suis préparé à une extraction d'urgence du véhicule. Il a fini de taper son texto, et a nonchalamment saisi le volant d'une main, ramenant le Silverado dans sa voie sans même me jeter un regard. C'est ça, la mentalité de guerrier, s'est-il vanté, un œil toujours rivé sur l'écran du téléphone, totalement inconscient du fait qu'il venait, à 1 mètre près, de nous tuer tous les deux. Multitâche. L'homme n'avait aucune formation en conduite de combat, aucune certification pour la conduite de véhicules d'urgence. Il n'avait aucune conscience de son environnement, au-delà de son propre reflet dans le rétroviseur. Il avait un abonnement à un podcast, et un pick-up surélevé. Et il croyait sincèrement que cela faisait de lui un guerrier. Il avait raison sur un point. Il était dangereux, mais pas de la manière dont il l'imaginait. Il était un danger pour chaque personne qui partageait la route avec sa version de lui-même, imprudente et délirante. Le stand de tir était à 20 minutes. Il a utilisé chaque seconde de ces derniers kilomètres, pour remplir l'habitacle de sa conviction absolue que j'allais échouer au stand de tir. Il a pointé son gros doigt vers le tableau de bord. Tu dois poser ton doigt sur la détente, Betty. Et quoi que tu fasses, retiens bien ta respiration juste avant de tirer, pour ne pas sursauter. Chaque mot qui sortait de sa bouche était fondamentalement, et dramatiquement, faux. Puis, il a finalement posé son téléphone, et a saisi le volant d'une de ses épaisses mains, inclinant sa lourde silhouette vers moi. Il a appuyé sur la console centrale jusqu'à ce que son épaule touche la mienne. Il m'a regardé avec une pitié si épaisse qu'elle alourdissait l'air entre nous. Tu es une femme, une cible fragile, a-t-il dit, abaissant la voix, comme s'il partageait des informations top secrètes avec un enfant. Les bruits forts, tu vas te figer, paniquer. C'est biologique. Il a prononcé ce mot, biologique,
avec la certitude absolue de l'homme qui n'a jamais ouvert un manuel de sa vie, mais qui a vu suffisamment de clips sur son téléphone pour se croire docteur. Je me suis mordu l'intérieur de la joue, jusqu'à en sentir le goût du sang. Ce piquant métallique familier m'a ramené à la réalité. Cela m'a rappelé que j'étais en vie, discipliné, et que j'opérais dans le cadre d'un paramètre de mission dont la date d'expiration approchait à grands pas. Il n'était plus seulement agaçant. Il n'était plus seulement un mauvais conducteur, une grande gueule ou un ignorant qui jouait à se déguiser. Il m'ôtait systématiquement ma dignité couche par couche, utilisant mon sexe comme d'un pied de biche. Utilisant son âge, son volume sonore et sa carrure pour écraser celle qu'il croyait être inférieure à lui. Un soldat peut manger de la poussière, recevoir des éclats d'obus et saigner en silence. C'est l'entraînement. Mais voir son propre sang anéantir sa propre valeur, réduire son existence tout entière à un chromosome, c'était un poison sans antidote ni manuel d'instruction. J'ai resserré ma ceinture de sécurité sur ma poitrine, tirant sur la sangle jusqu'à ce qu'elle appuie à plat sur mon sternum. J'ai regardé droit devant, à travers le pare-brise, la route qui se déroulait devant nous. Ce n'était plus une faveur familiale. Ce n'était plus une petite sœur supportant l'ego fragile de son grand frère. C'était une opération ciblée. Et la cible venait de se garer sur le parking. Le Patriot Range était un bâtiment bas et plat en béton, situé derrière un parking en gravier rempli de pics UPS surdimensionnés, et d'autocollants politiques délavés. Le boom percussif des tirs d'armes à feu en salle résonnait à travers les murs, étouffé mais persistant, alors que nous franchissions les doubles portes massives. L'odeur du plomb en suspension dans l'air, et de la poudre consumée m'a frappé dès l'instant où j'ai franchi le seuil. Aiguë et familière. Une odeur qui fait sursauter la plupart des civils, mais que mon système nerveux interprétait comme mon foyer. Les copains de mon frère étaient déjà regroupés autour de la piste 4. Un groupe de 4 hommes d'âge moyen, en pantalon cargo et casquette de baseball. Chacun portait un équipement tactique, qui n'avait jamais vu rien de plus intense qu'un barbecue le week-end. Ils ont tapé dans le dos de mon frère, comme s'il revenait d'un déploiement outre-mer. Puis, ils ont tourné leur regard vers moi. Le premier m'a appelé, ma jolie, avant même que je ne pose mon sac. Le deuxième m'a dévisagé lentement, de mes baskets usées à mon sweat à capuche informe. Il m'a fait un sourire en coin, comme si je m'étais trompé de bâtiment. Mon frère a gonflé le torse, son gilet tactique craquant sous la raideur du 9, et m'a présenté au groupe avec un geste de sa main charnue. Il leur a dit que j'étais une petite sœur, qu'il avait sortie de son entrepôt pour lui faire prendre l'air. Ils ont ri, chacun d'entre eux. Un cœur de mépris, venant d'hommes qui n'avaient jamais tiré avec une arme sous pression. Qui n'avaient jamais senti le sol trembler sous leurs bottes à cause d'une arrivée de mortier. Qui n'avaient jamais tenu la main d'un ami mourant, tout en lui mentant droit dans les yeux, en lui assurant qu'il allait s'en sortir. J'ai déposé mon modeste sac noir sur le banc en bois, derrière le pas de tir. Mon visage était totalement inexpressif. Aucune colère, aucune blessure. Seulement l'expression plate et analytique d'une officière, qui évalue une pièce. J'ai compté chaque sortie, chaque emplacement d'extincteur, chaque position du corps sur la ligne de tir. Chaque menace potentielle, et chaque point de couverture potentiel. La force de l'habitude. Le fruit d'années d'entraînement, qui avait transformé l'évaluation des menaces en un réflexe involontaire, aussi automatique que de respirer. Mon frère s'est avancé sur la ligne de tir, à la piste 4. La cible en papier était suspendue à exactement 7 yards, soit environ 6,4 mètres. Dans mon unité, on appelait ça « à distance d'haleine ». Assez près pour compter les dents de la cible. Assez près, pour que rater à cette distance, vous vaille un entraînement de rattrapage, et le genre de ridicule, au sein de l'unité, qui vous suivrait pour le reste de votre carrière. Il a pris un Glock 19 de location, a inséré un chargeur d'un coup sec, et a positionné son corps face à la cible. Sa posture était un échec catastrophique des principes fondamentaux du tir. Il s'est penché en arrière sur ses talons, déplaçant son centre de gravité derrière ses hanches. Ce qui signifiait que chaque coup de recul le déséquilibrerait encore plus, au lieu d'être absorbé par son corps. Sa main gauche était enroulée sous la plaque de base du chargeur. Une prise dite en tasse de thé. Une technique tellement dépassée et dangereuse que mes instructeurs utilisaient des photos de celle-ci, pendant les cours de tir de base, pour s'en moquer. Il a appuyé sur la détente avec une force brute et incontrôlée. Bang! Le canon a fait un bond incontrôlable vers le plafond. Bang! Son poignet a cédé sous le recul.
Bang! Tout le haut de son corps a reculé d'un demi-pas. Le canon montait à chaque tir, parce qu'il se battait contre l'arme au lieu de la maîtriser. Il a vidé le chargeur, dans une rafale chaotique de bruit non contrôlé. Les douilles brûlantes de laiton, rebondissant sur les cloisons en béton, se dispersaient sur le sol comme des pièces de monnaie échappées. Il a appuyé sur le bouton, pour ramener la cible. Le moteur a vrombi, ramenant le papier sur le rail supérieur. Il s'est retourné, la sueur coulant sur son visage rougi, respirant comme s'il venait de sprinter sur 100 mètres. Le papier est arrivé, et il l'a arraché de sa pince, le brandissant pour ses amis des deux mains, comme un trophée. Il s'est lancé dans un discours haletant et arrogant, sur l'art de dompter la bête du recul. J'ai regardé le papier. Le groupement était un désastre. 3 trous étaient perchés sauvagement sur la gauche, éparpillés sur la zone de l'épaule et du bras de la silhouette. 2 balles avaient complètement manqué le papier, perçant l'air, pour aller se ficher dans la butte de tir en caoutchouc, quelque part derrière la cible. À 7 yards, 6,4 mètres, il avait raté un morceau de papier immobile. Ses amis ont éclaté en applaudissements, se sont cognés le torse, ont poussé des cris de joie, et lui ont donné des tapes dans le dos. Comme s'il venait de remporter un titre national de tir. Aucun d'entre eux n'a regardé la cible de près. Aucun d'entre eux n'a remarqué les 2 trous manquants. Ils applaudissaient le bruit, pas la précision. Je suis resté assise sur le banc, les mains posées calmement sur mes genoux. Et je n'ai rien dit. Mon frère buvait les applaudissements. Son menton relevé, sa poitrine se gonflant à l'intérieur de ce gilet tactique fraîchement froissé. Puis, il s'est tourné, et m'a pointé du doigt. Il signalait mon tour avec la condescendance lente et théâtrale d'un roi, accordant à un paysan la permission de s'approcher du trône. Je me suis levé du banc, et j'ai marché vers le pas de tir. J'ai sorti mon Glock du sac avec un mouvement fluide et rodé. Instantanément, mon frère a de nouveau envahi mon espace. Il a pressé sa masse contre mon dos, ses grosses mains planant au-dessus de mes épaules. Il m'a enveloppé de ses bras, ajustant mes coudes vers l'extérieur, repositionnant mes poignets sous des angles, qui auraient bloqué la glissière contre mon pouce. Il a poussé ma tête en avant, jusqu'à ce que mon menton touche presque la hausse arrière. Chaque correction était mauvaise. Chaque ajustement aurait provoqué un enrayage, un tir raté, ou un os cassé. Il s'est penché près de mon oreille, son haleine chaude et empestant le vieux café. Il m'a murmuré ses conseils, avec la gravité d'un conseil de guerre livrant un ultime plan de bataille, retiens ta respiration. Retiens-la, jusqu'à ce que ton visage devienne bleu. Derrière nous, un de ses amis s'est appuyé contre la cloison en béton, et a ricané assez fort pour que tout le couloir l'entende. Je parie 20 balles qu'elle fait tomber le flingue. Les autres ont pouffé de rire. Ils pariaient sur mon humiliation. Ils transformaient le métier mortel de ma vie en un jeu de foire bon marché, pour caresser leurs égos mous, et non éprouvés. J'ai resserré ma prise sur la carcasse en polymère. Je sentais la texture rugueuse mordre ma paume comme une promesse familière. Ma mâchoire s'est serrée, mes épaules se sont abaissées. Et mon pouls, au lieu de s'emballer comme le ferait celui d'un civil, a chuté. Il chutait toujours avant l'engagement. C'était la plus ancienne astuce que mon corps connaissait. Mon protocole d'endurance était officiellement terminé. Si vous avez déjà dû mordre votre langue, pendant qu'un groupe de personnes incompétentes essayait de vous expliquer votre propre vie, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Et dites-moi dans les commentaires, quel a été le moment exact. Où vous avez finalement décidé de cesser de jouer les victimes? J'ai fermé les yeux une fraction de seconde. Les rires derrière moi se sont fondus en un bourdonnement sourd, comme si j'étais sous l'eau. Le bruit du stand s'est estompé. Les bavardages se sont dissous. Mon rythme cardiaque, qui avait été maintenu à 70 battements par minute au cours d'heures de provocation, a chuté à 65, puis à 60. Le pouls au repos du combat. Ma respiration a adopté un rythme ancré dans ma mémoire musculaire. Un rythme façonné par une décennie de répétitions de tirs à balles réelles, implacables. La commis timide, la petite sœur discrète, la femme qui avait hoché la tête, souri et ravalé chaque insulte depuis son entrée chez sa mère. S'est volatilisée en poussière. Elle n'était plus là. Ce qui se tenait debout sur ce pas de tir, c'était quelque chose que mon frère n'avait jamais rencontré. Quelque chose dont il n'avait jamais imaginé l'existence. Le capitaine Mitchell. J'ai pivoté sur mon talon droit. Ma main gauche a jailli comme une vipère frappant dans les hautes herbes.
J'ai attrapé son poignet en l'air, mes doigts se verrouillant autour de son avant-bras. J'ai arrêté la main qui s'avançait vers moi, et son corps tout entier, d'un seul mouvement contrôlé. La prise était précise. Ni violente, ni théâtrale. Juste une prise ferme et maîtrisée, qui transmettait un message sans équivoque, ne me touche plus jamais. Ne fais pas ça, ai-je dit. Les mots sont sortis de manière neutre, basse, et catégorique. Ce n'était pas une demande. Ce n'était pas la voix de Betty. C'était le commandement tranchant d'une officière, qui avait donné des ordres au-dessus du bruit des tirs, des cris des blessés, et du vacarme des pales d'hélicoptères, et qui n'avait jamais eu besoin de se répéter. Mon frère s'est figé. Sa bouche est restée ouverte. Ses yeux se sont écarquillés alors qu'il me regardait en face. Et il a percuté de plein fouet quelque chose, qui a paralysé son système nerveux dans une peur animale et primale. Ce regard à 1000 lieues, le regard vide de quelqu'un, qui a orchestré la fin de vies humaines. Quelqu'un qui a regardé à travers la lunette d'un fusil, et qui a pris une décision irréversible. Il ne l'avait jamais vu auparavant, pas en personne, pas en dehors des films qu'il regardait depuis son canapé. Mais son corps l'a reconnu. Chaque mammifère sur Terre reconnaît les yeux du prédateur ultime. Tu te trouves dans mon espace de travail, ai-je ordonné, ma voix descendant d'une octave entière, traversant le bruit de fond du stand de tir, comme une lame à travers du papier. Recule. Il a titubé en arrière. Sa botte s'est prise dans une douille vide, et il a failli perdre l'équilibre. Ses amis se sont tus, pétrifiés derrière lui. Les rires avaient disparu. Le pari de 20 € avait disparu. Les sourires en coin avaient disparu. Ils sont restés cloués sur place, la mâchoire pendante. Ils fixaient une femme, qu'ils avaient méprisée 30 secondes plus tôt. Ils la regardaient maintenant irradiée d'une autorité contrôlée et terrifiante. Quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais rencontré, et qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Je me suis retourné vers la ligne de tir. J'ai roulé des épaules une fois, libérant la dernière tension accumulée. J'ai propulsé le Glock vers l'avant, dans une parfaite position isocèle agressive. Les deux bras tendus, les coudes verrouillés, les épaules poussées vers l'avant, pour absorber le recul avant même qu'il ne commence. Mes pieds étaient écartés à la largeur des épaules, mes genoux légèrement pliés. Mon poids reposait sur la pointe de mes pieds. Mon œil dominant a capté le point rouge flottant, sans effort, au-dessus du centre de la cible en papier. Comme s'il était aimanté. La cible était à 6,4 mètres. Une distance que je pouvais couvrir en 2 foulées. Une distance, où j'avais été entraîné, à loger chaque balle dans le même trou. J'ai expiré naturellement, en accompagnant la fin de ma respiration. J'ai pressé la détente. Je n'ai pas tiré d'un coup sec. Je l'ai pressé de manière douce, délibérée, chirurgicale. Bang! Le recul a voyagé droit vers mes poignets, à travers mes bras verrouillés, le long de ma colonne vertébrale rigide, et dans le sol en béton, sous mes bottes. Le canon s'est remis en place en une fraction de seconde. Le point rouge s'est stabilisé. Bang! Même trop. La douille en laiton a teinté contre le mur de séparation, et a touché le sol en tournoyant. Bang! Le canon est redescendu. Le point rouge a retrouvé le centre instantanément. Bang! Bang! J'ai tiré un total de 5 balles, avec un temps de séparation de moins de 0,2 de seconde entre chaque tir. 3 secondes, du début à la fin. La culasse s'est verrouillée en arrière, sur un chargeur vide, avec un claquement métallique sec. La dernière douille a basculé en l'air, et a teinté contre le sol en béton. Elle a roulé en formant un cercle lent, avant de s'immobiliser dans le silence. L'intégralité du stand de tir était devenue silencieuse. Pas seulement notre piste. Les pistes de chaque côté avaient cessé de tirer. Les têtes s'étaient tournées. Un homme, 2 pistes plus loin, a baissé son fusil et est resté à fixer. L'écho assourdissant de mes 5 tirs est resté suspendu en l'air, comme une respiration retenue. Et puis il s'est estompé, laissant derrière lui un silence, si lourd et si dense, qu'il pressait contre les murs du bâtiment. J'ai éjecté le chargeur d'une simple pression du pouce. J'ai manœuvré la glissière, nettoyant la chambre. J'ai posé l'arme sur le banc, canon pointé vers la cible, glissière bloquée en arrière. Sécurisé, professionnel, selon les règles. La main de mon frère a jailli vers le bouton de récupération, et l'a frappé de toutes ses forces. Le moteur a vrombi.
La cible en papier s'est avancée vers nous, sur le rail supérieur, glissant hors de l'ombre, et entrant dans la lumière fluorescente. Il a plissé les yeux sur le papier, en inclinant la tête. Son visage est passé par la confusion, puis le déni. Puis, un sourire désespéré et écœurant, alors qu'il tentait de sauver son ego brisé, de ce champ de ruines. « Tu as raté. » Il a balbutié les mots qui tombaient de sa bouche, tel un homme qui se noie, et qui s'agrippe à des débris flottants. « Tu as raté 4 coups. » Il partait du principe qu'à une distance d'un peu plus de 6 mètres, il devrait y avoir 5 trous distincts et séparés, éparpillés sur la cible. 5 trous de balles, comme ceux qu'il avait lui-même vaporisés sur sa propre cible. Chacun dans un code postal différent. Or, il regardait un seul et unique trou déchiqueté, logé en plein centre de la cible. Un seul trou, pas 5. Parce que mes 5 balles avaient suivi exactement la même trajectoire. Chaque balle suivant le chemin de celle qui l'avait précédée. Élargissant une seule blessure déchiquetée dans le papier, plutôt que de créer des impacts séparés. La précision requise pour réaliser cela, à la vitesse d'une situation de combat, n'était pas quelque chose qu'un guerrier du dimanche pouvait comprendre. Ce n'était pas quelque chose que la plupart des tireurs militaires pouvaient accomplir. C'était la signature d'une professionnelle, qui avait passé sa vie à perfectionner l'art de placer du métal sur une cible. J'ai retiré lentement ma protection auditive, et je l'ai laissé pendre autour de mon cou. Je l'ai regardé droit dans les yeux, maintenant le contact sans ciller, sans sourire, sans lui offrir le moindre millimètre de réconfort. La ligne de mire est parfaite, ai-je dit, d'une voix calme, posée, et totalement vide de toute émotion. Et ne dis jamais à un soldat de retenir sa respiration, lors d'une fusillade. C'est le moyen le plus rapide de mourir. Son visage s'est vidé de toute couleur. Ses amis derrière lui n'ont pas bougé. Personne n'a parlé. L'homme 2 pistes plus loin me fixait toujours. Le seul son était le faible bourdonnement mécanique du système de ventilation, qui filtrait l'air, chargé de poudre de la pièce. Puis, des bottes lourdes ont écrasé les douilles éparpillées sur le sol en béton. Les pas étaient lents, délibérés. Ils portaient le poids d'un homme qui était entré dans des pièces bien pires que celle-ci, et qui en était ressorti avec moins de doigts. Le propriétaire du stand, un homme à la carrure massive, d'une 50aine d'années, aux cheveux gris coupés très courts, et au visage sculpté par des décennies de tempêtes de sable et d'opérations sans sommeil. Il a marché droit vers notre piste. J'ai su qui il était, au moment même où j'ai entendu sa démarche. La cadence, la répartition du poids, la façon dont ses bottes frappaient le sol, talons en premier, avec une précision militaire. Un vétéran de la Delta Force. La vieille garde. Le genre d'homme, qui avait fait des choses qui ne seraient jamais écrites, et qu'il avait payé de morceaux de son corps. Mon frère l'a vu arriver, et ses yeux se sont allumés d'un soulagement désespéré et pathétique. Il voyait le propriétaire du stand comme une bouée de sauvetage. Une figure d'autorité, qui validerait sûrement sa version de la réalité. Qui lui taperait dans le dos, et lui dirait que sa petite sœur avait juste eu de la chance. Il s'est avancé, tendant la main pour intercepter l'homme plus âgé. Gary. Et, patron. J'apprends juste à ma sœur à tirer. Le vétéran n'a même pas scié. Il est passé devant la main tendue de mon frère, comme si l'homme était un meuble. Il l'a ignoré sans un mot, sans un regard, et s'est avancé directement dans mon espace. Le vieux loup avait reconnu un membre de la meute. Il n'y a eu aucune hésitation, pas de petite discussion. Il a arraché la cible en papier de la pince, l'a tenue sous la lumière fluorescente, et l'a inclinée lentement. Le seul trou déchiqueté, en plein centre, a accroché la lumière. Il a laissé échapper un sifflement bas et discret. Le genre de son qu'un homme fait, quand il voit quelque chose qui ne devrait pas exister dans un stand de tir civil. Ses mains, la gauche, à laquelle il manquait l'index et le majeur, suite à une ancienne opération, tremblaient légèrement, alors qu'il tenait le papier. Ensuite, il a fait quelque chose, qui a brisé le monde de mon frère en deux. Il a prononcé une phrase de contre-mot de passe opérationnelle, hautement classifiée. Un défi verbal utilisé exclusivement, au sein des communautés des opérations spéciales, pour identifier les opérateurs alliés sur le terrain. Les mots étaient discrets. Les mots étaient précis. Des mots connus seulement par les personnes, qui avaient traversé les mêmes flammes que moi. J'ai lancé la bonne réponse sans aucune hésitation. De la façon dont je l'avais fait des centaines de fois, dans des centaines de pièces sombres, de zones d'atterrissage, et de couloirs enfumés, à l'autre bout du monde.
Le vétéran a hoché lentement la tête, ses yeux durs s'adoucissant juste une fraction de seconde. « Bienvenue chez toi », a-t-il dit. 3 mots. 3 mots qui portaient le poids de 1000 horreurs partagées, et d'une fraternité que les civils ne comprendraient jamais. 3 mots que ma propre famille n'avait jamais, ne serait-ce qu'une seule fois, pensé à me dire. Puis, le comportement du vétéran a basculé, passant d'une reconnaissance silencieuse à une rage volcanique. Il s'est avancé vers mon frère, et l'a repoussé violemment par la plaque de poitrine de son gilet tactique immaculé. La poussée était suffisamment puissante pour envoyer mon frère trébucher contre le banc derrière lui, les bras moulant dans le vide. « Tu m'as dit quelle était à la logistique. » Le vétéran a aboyé. Sa voix éraillait résonnant contre les murs de béton, comme une explosion de mortier. Toutes les têtes sur la ligne de tir se sont tournées. Toutes les conversations se sont arrêtées. « Mon gars, tu viens juste d'essayer d'apprendre à une officier des forces spéciales, comment tirer. Elle est l'un des organismes les plus létaux de cet état. » Le visage de mon frère s'est vidé de toute dernière goutte de sang. Son entêtement s'est mis à trembler, menant une guerre perdue d'avance contre la vérité. Sa bouche s'est ouverte et fermée 2 fois, avant que des mots ne sortent. Et quand ils sont sortis, c'étaient les mots d'un homme dont toute l'identité se vidait de son sang, sur le sol. Elle compte des sous-vêtements. Il a balbutié, la voix se brisant, s'accrochant à la dernière planche pourrie du mensonge, sur lequel il avait construit sa supériorité. Le vétéran s'est approché du visage de mon frère, crachant pratiquement ces mots. Elle compte les cadavres. Avec ses compétences, elle pourrait tuer tout le monde sur ce pas de tir, avec un crayon. Et ce, avant même que tu n'aies compris comment enlever ta sécurité. Les mots ont explosé comme une grenade à fragmentation au centre de la pièce. Toute l'identité de mâle dominant de mon frère, le pick-up surélevé, les autocollants punichés, le gilet tactique, l'expertise d'Internet, les leçons condescendantes, le complexe de supériorité biologique. Tout cela s'est effondré en gravats, à ses pieds. Ses amis regardaient le sol. Leurs visages blancs, humiliés et terrifiés. Incapables de me regarder. Incapables de se regarder les uns les autres. Se noyant dans la soudaine compréhension, qu'ils avaient passé la dernière heure, à se moquer d'une femme qui pourrait mettre fin à leur jour, avec une simple fourniture de bureau. Le stand de tir était silencieux. La ventilation bourdonnait. Des douilles vides gisaient éparpillées sur le sol, comme les décombres d'un ego détruit. J'ai ramassé mon sac de tir sur le banc. Je l'ai zippé, d'un coup sec. Je l'ai mis sur mon épaule, j'ai tourné le dos à mon frère et à son groupe, et j'ai marché vers la sortie. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas exulté. Je ne me suis pas expliqué. La vraie professionnelle silencieuse ne fait pas de tour de piste pour célébrer sa victoire. Elle accomplit la mission, et se dirige vers le point d'extraction. Mes bottes ont crissé sur les douilles de laiton au sol. Chaque pas résonnant dans le silence que je laissais derrière moi. La porte vitrée s'est refermée. La lumière de l'après-midi a frappé mon visage. Et derrière moi, dans cette pièce en béton épaisse de poudre à canon et de honte, mon frère se tenait entouré des ruines de tout ce qu'il avait prétendu être. L'air à l'intérieur du Chevy Silverado était étouffant. Le moteur a tourné au ralenti sur le parking pendant 2 bonnes minutes, avant que mon frère ne finisse par enclencher la marche arrière. Aucun de nous ne parlait. Il a reculé hors de sa place avec des mains tremblantes, et s'est engagé sur la route départementale. Il conduisait avec ses 2 poings, étranglant le volant en cuir. Ses jointures étaient blanches, et ses yeux fixés sur la ligne médiane de l'asphalte. Il ne faisait plus d'excès de vitesse. Il ne textotait plus. Il ne faisait plus de multitâches. Il ne donnait plus de leçons. Il ne faisait plus de démonstration de mentalité de guerrier. L'homme, qui avait passé 45 minutes à remplir cet habitacle du son de sa propre voix, ne pouvait plus produire la moindre syllabe. Son arrogance était morte. Elle s'était vidée de son sang sur le sol en béton du Patriot-Range. Juste là, entre les douilles vides, et le mythe brisé de sa supériorité. Mais son égoïsme narcissique tressaillait encore. Je pouvais le voir dans la façon dont sa mâchoire travaillait. Dont sa pomme d'Adam montait et descendait. Dont ses doigts serraient et relâchaient le volant, dans un rythme nerveux. Il ne traitait pas la culpabilité. Il réfléchissait à la façon de se repositionner, en tant que victime. J'avais déjà vu ce schéma. Pas au combat.
Lors des entraînements d'interrogatoire. La partie coupable pivote toujours vers l'apitoiement sur soi-même, avant de tenter de rejeter la faute sur l'autre. Il lui a fallu 9 kilomètres. 9 kilomètres d'un silence si épais, que je pouvais entendre le cliquetis du moteur du Silverado, et le faible sifflement de l'air fuyant à travers le joint de la fenêtre passager. Puis, c'est arrivé. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il a coassé. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Le son brut d'un homme qui venait de découvrir que les fondations de son estime de soi étaient faites de carton mouillé. Pourquoi m'avoir laissé me ridiculiser? Et voilà, la dernière ligne de défense du narcissique. Il ne s'excusait pas. Il ne me demandait pas comment je me sentais. Il ne reconnaissait pas qu'il avait passé 10 ans à me rabaisser, à me rejeter, à me réduire à une vulgaire blague. Il voulait savoir pourquoi je lui avais permis de s'humilier lui-même. Son humiliation était le crime. Pas sa cruauté. Sa honte publique était la blessure. Pas la décennie d'entaille qu'il m'avait infligée, à chaque dîner de famille, à chaque fête, à chaque coup de fil, où il me rappelait que j'étais inférieur à lui. J'ai lentement tourné la tête, pour le regarder. J'ai étudié son profil de la même manière que j'étudierais le dossier d'une cible. La sueur sur ses tempes, le tremblement de sa lèvre inférieure, le blanc injecté de sang de ses yeux. J'ai livré le rapport des victimes psychologiques, avec la précision clinique d'un compte-rendu militaire. Pas d'émotion, pas de drame. Juste un fait opérationnel froid. Parce que tu n'as jamais posé la question. J'ai déclaré cela, et les mots ont atterri dans l'habitacle, comme un marteau lâché au sol. Il a sursauté. J'ai continué, sans élever la voix. Tu avais besoin que je sois un échec, pour pouvoir te sentir massif. Tu avais besoin d'une petite sœur faible, pour pouvoir jouer au grand frère fort devant tes amis. La différence entre nous, c'est que tu as besoin d'un public, pour croire que tu es fort. J'ai fait une pause, laissant le silence faire son œuvre. Moi, j'ai juste besoin d'être moi-même. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon sweat. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai tenu l'écran devant son visage. Les chiffres lumineux fendant la lumière tamisée de l'habitacle. 485 000 €. Ses yeux sont sortis de leurs orbites. Son pied a vacillé sur la pédale d'accélérateur, et le pick-up a fait une embardée. Il a fixé le chiffre, de la manière dont un homme fixe un accident de voiture. Incapable de détourner le regard. Incapable de traiter ce qu'il voyait. J'ai retiré le téléphone. J'ai remonté ma manche gauche, exposant la cicatrice dentelée, qui traversait mon épaule. Puis, j'ai remonté le tissu de mon pantalon de survêtement, au-dessus de mon genou, dévoilant la cicatrice de brûlure grimpant sur ma cuisse. Je lui ai donné le résumé opérationnel. Pas la version d'Hollywood. La vraie version. Le toit, la balle de sniper, le véhicule en feu. Les 3 hommes que j'ai traînés à l'extérieur, pendant que ma peau fondait. Les citations dans le tiroir fermé à clé. Les opérations classifiées, qui n'ont jamais existé sur papier. Je n'ai laissé aucune place pour que ces illusions puissent se cacher. J'ai condamné toutes les issues. J'ai fait s'effondrer chaque récit qu'il avait jamais construit sur qui j'étais. Et je l'ai remplacé par une vérité si lourde, et si indéniable, qu'elle l'a plaqué contre le siège du conducteur comme la force G. Puis, j'ai posé les conditions d'une capitulation inconditionnelle. J'ai bougé mon corps sur le siège, pour lui faire face directement. Mon dos contre la portière passager. Mes yeux rivés sur son profil. Ma voix est devenue basse, posée, et absolument définitive. Écoute-moi attentivement. La petite sœur fragile est morte. Arrête tes leçons. Arrête les humiliations. Si tu ne le fais pas, je vais m'évanouir dans la nature. J'ai une famille en uniforme. Prête à mourir pour moi. Je m'assois à la table de maman par loyauté du sang. Mais je ne suis pas ton paillasson. Chaque mot était un clou enfoncé. Chaque phrase était une porte fermée. Je ne négociais pas. Je ne demandais pas de compréhension. Je dictais les nouvelles règles d'engagement. Et les conséquences en cas de violation seraient permanentes et totales. Il me perdrait. Pas temporairement. Pas jusqu'à la prochaine fête de famille. Pour toujours. Et il savait, avec la certitude viscérale d'un homme qui venait de me voir mettre 5 balles dans un seul trou, que je possédais la volonté absolue de partir,
et de ne jamais regarder en arrière. Ma famille en uniforme serrait les rangs autour de moi, et il ne me reverrait plus jamais. Il a dégluti difficilement. Sa gorge a cliqué. Le son était audible, par-dessus le bruit du moteur. Ses mains se sont desserrées sur le volant, et ses épaules se sont affaissées en avant. Il paraissait plus petit dans ce siège conducteur, qu'il ne l'avait jamais été de toute sa vie. Tout l'équipement tactique, le pick-up surélevé, les têtes de mort punichées, la bravade, était anéanti. Il ne restait qu'un homme de 46 ans, assis dans les ruines du personnage qu'il s'était construit, pour cacher le fait qu'il n'avait jamais fait une chose courageuse de sa vie. Son menton est tombé vers sa poitrine. Je suis désolé, Betty, a-t-il murmuré. Les mots étaient à peine audibles, par-dessus le bruit de la route. Je n'ai pas répondu. Je me suis retourné vers le pare-brise. J'ai regardé la route se dérouler devant nous. L'excuse était reçue. Les termes étaient fixés. L'opération était terminée. Qu'il honore ou non la capitulation, c'était son problème. Pas le mien. J'avais tracé la ligne à l'encre indélébile. Et j'avais la puissance de feu, pour la faire respecter. Un mois plus tard, la fumée du barbecue dans l'arrière-cour dérivait sur le patio de ma mère. Elle s'enroulait dans le ciel du soir. Le charbon de bois crépitait et claquait, sous un grill chargé de hamburgers et d'épis de maïs. La chaude odeur du carrier et de la graisse fondue, flottait à travers le jardin. Un cessez-le-feu avait été établi. Pas le genre fragile et temporaire, qui s'effondre à la première provocation. Un vrai. Le genre imposé par une vérité indéniable. Ma mère avait totalement cessé ses commentaires sarcastiques, sur ma carrière et mon annulaire vide. Elle m'a accueilli à la porte avec une étreinte, qui a duré 3 secondes de plus que n'importe quelle autre étreinte dont je pouvais me souvenir. Elle a mis le couvert pour moi à table, sans faire de commentaires. Sans comparaison avec la fille de son amie Linda. Sans scruter ma main gauche avec déception. Quelque chose avait changé, dans la façon dont elle me regardait. Mon frère le lui avait dit. Pas tout, pas les détails classifiés, mais suffisamment. Suffisamment pour que la femme, qui avait passé des années à avoir pitié de moi, me traite désormais avec une déférence prudente et inédite. Le genre de respect que l'on accorde à quelqu'un que l'on réalise avoir profondément sous-estimé. Mon frère avait troqué son ridicule gilet tactique pour une chemise en flanelle délavée, les manches retroussées jusqu'au coude. Les autocollants punichés avaient disparu de son Silverado. Il a traversé le patio, vers ma chaise de jardin. Des pinces dans une main, une bière fraîche dans l'autre. Il se déplaçait différemment maintenant. La démarche prétentieuse avait disparu. La posture du pan s'était dégonflée. Il s'est arrêté devant ma chaise, et est resté là un instant. Les pinces pendant à ses côtés. Betty, je suis en train de choisir un viseur de défense, a-t-il dit. Son ton était dépouillé de toute condescendance, dépouillé de toute représentation. Juste une question. Point rouge, ou viseur à faible grossissement variable, LPVO? Il n'y avait aucune arrogance dans ces mots. Aucune leçon. Juste un amateur demandant conseil à une experte, avec l'humilité tranquille d'un homme qui a enfin accepté, qu'il se trouvait en présence d'un maître, qu'il avait osé traiter d'incompétente. Je lui ai donné ma recommandation, passant en revue les avantages et les inconvénients. Exactement comme je le ferais pour briefer un jeune opérateur. Avec clarté, patience et franchise. Il a hoché la tête avec gratitude. Absorbant chaque mot. Sans m'interrompre, sans me corriger. Sans ajouter la moindre chose qu'il aurait pu entendre dans un podcast. Puis, il s'est tourné vers son voisin, appuyé sur la clôture du fond. Il m'a pointé avec les pinces. Il m'a pointé avec ses pinces, regardant son voisin sans la moindre trace de sarcasme. Une fierté sincère perçant dans sa voix. Et, Dave, tu as déjà rencontré ma sœur? Elle est dans les forces spéciales de l'armée. Un vrai béret vert. Les sourcils du voisin se sont haussés. Mon frère l'a répété, comme s'il avait besoin de s'entendre le dire. Comme si les mots étaient une nouvelle langue, qu'il apprenait à parler. Puis, j'ai senti qu'on tirait sur la manche de ma chemise. Une petite main tirant doucement. J'ai baissé les yeux. Mon neveu de 8 ans, Léo, se tenait à côté de ma chaise de jardin, me regardant avec de grands yeux sérieux. Ses cheveux noirs étaient ébouriffés à force de courir dans le jardin, et il avait une trace de ketchup sur le menton.
Il serrait une figurine de soldat en plastique, dans son autre main. Le genre que l'on achète par sachet de 50 au magasin à 1 euro. Papa dit que tu es un vrai soldat, a dit doucement Léo. Sa voix portait le silence respectueux d'un enfant qui vient d'apprendre que les contes de fées sont vrais. Tu es super forte. Je veux être fort comme toi. J'ai posé ma bouteille de bière sur la coudoir. J'ai balancé mes jambes hors de la chaise de jardin, et je me suis agenouillé dans l'herbe, pour mettre mon visage à son niveau. J'ai mis ma main sur sa petite épaule. Je sentais la fragilité d'oiseau de ses os, sous son t-shirt. C'était ce moment-là, qui comptait. Pas les 5 balles. Pas la reconnaissance du vétéran. Pas l'ego brisé sur le sol du stand de tir. Ça, juste ici. Un enfant qui posait la bonne question. Être fort, ce n'est pas parler fort ou jouer au dur, Léo. Je lui ai dit ça, en gardant une voix posée et chaleureuse. Je m'assurais que mon frère pouvait m'entendre clairement, depuis sa position près du barbecue. La vraie force, c'est de rester calme quand tout le monde panique. C'est de protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Et c'est de savoir exactement qui tu es, même quand personne ne regarde. Léo a hoché la tête lentement, son petit visage traitant ces mots avec un sérieux qui m'a serré le cœur. Il a baissé les yeux vers le soldat en plastique, dans sa main, puis m'a regardé à nouveau. Il ne comprenait pas encore tout à fait. Il avait 8 ans. Mais la graine était plantée. Elle avait été plantée par quelqu'un qui avait vécu chaque mot de cette leçon. Dans le sang, dans le feu, et dans le silence. Je lui ai ébouriffé les cheveux. Il a souri, et a couru à travers le jardin, pour chasser une luciole qui clignotait au-dessus de la clôture. Je me suis levé. J'ai épousseté l'herbe de mes genoux. Je me suis dirigé vers la vieille glacière en bois sur la terrasse. J'ai fait sauter la capsule d'une bière fraîche, la capsule métallique tintant en heurtant les planches de la terrasse, et je me suis assise sur les marches. La condensation de la bouteille rafraîchissait mes doigts. La fumée de Carrier a flotté devant mon visage. Le drapeau américain, accroché à la colonne du porche, bruissait dans le vent du soir, son tissu accrochant la dernière lumière ambrée du jour. J'avais saigné pour ce drapeau. J'avais vu des amis mourir sous ce drapeau. Et j'avais étouffé à l'intérieur de cette maison, écrasé sous le poids d'une famille qui ne pouvait pas me voir, ne voulait pas m'entendre, et refusait de croire, qu'une femme silencieuse, dans de vieilles baskets usées, pouvait être la personne la plus mortelle de la pièce. Mais cette coquille étouffante avait été réduite en cendres. 5 balles de 9 mm, tirées dans un seul trou à un peu plus de 6 mètres, avaient accompli ce que 10 ans de silence n'avaient pas pu faire. Elles avaient forcé la vérité à éclater au grand jour. Et la vérité, une fois prononcée, ne pouvait plus être ravalée. Je n'avais plus à scinder mon âme en deux. Je n'avais plus à enterrer ma force, pour protéger des égos fragiles. Je n'avais plus à choisir, entre être une fille et être une guerrière. J'étais les deux. J'étais une fille, une sœur, et un béret vert. J'étais assise sur le porche de ma mère, buvant une bière bien fraîche. Regardant le drapeau bouger dans le vent, écoutant mon neveu chasser les lucioles. Et mon frère posait de vraies questions, pour la première fois de sa vie. Pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment rentré à la maison. Si vous croyez que la vraie force n'a pas besoin de hurler pour attirer l'attention, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà dû faire taire un tyran, avec la preuve absolue et indéniable de votre valeur ?